En juin 1982, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent du thème de vivre ici et maintenant. Ils constatent que le monde va mal, avec une économie en difficulté, un taux de chômage élevé et une société en crise. Selon eux, cela est dû au manque d'intelligence chez les gens, qui sont trop optimistes et manquent de compréhension des événements mondiaux. Ils soulignent que l'humanité progresse technologiquement mais ne développe pas une intelligence parallèle à sa science. Ils déclarent que le problème de l'homme réside dans les émotions, qui dominent les interactions entre les gens, que ce soit en politique, dans le commerce ou dans d'autres domaines. Ils affirment que le monde souffre du symptôme de la couverte, c'est-à-dire que tout le monde tire la couverture à soi sans se couvrir réellement. Ils pointent du doigt les dépenses consacrées à la guerre et aux armements, où l'émotion et l'appât du gain prédominent. Ils concluent que l'intelligence de l'homme, différente de l'intellect et de l'éducation, n'a pas réussi à pénétrer dans la conscience humaine, ce qui rend l'homme plus dangereux que jamais. Ils prédisent que si nous continuons ainsi, nous finirons par être tout nus, mais cela pourrait être bénéfique car cela nous obligerait à prendre de nouvelles décisions. L'auteur souligne le manque d'un gouvernement mondial pour régir les affaires politiques mondiales. Il mentionne que les Nations Unies n'ont pas réussi à remplir ce rôle, ce qui a conduit à des tensions entre les gouvernements puissants comme la Russie et les États-Unis, qui ont des idéologies différentes. Au niveau local, l'auteur constate également des conflits politiques. Il souligne l'importance d'une intelligence pure et d'une approche équitable pour résoudre les problèmes mondiaux. L'auteur exprime un pessimisme quant à l'amélioration de la situation mondiale et souligne le besoin urgent d'une réflexion pragmatique. Dans ce passage, il est suggéré que d'ici 20 ans, l'humanité pourrait connaître une amélioration. Cependant, l'auteur souligne le fait que l'homme a besoin de vivre des expériences pour évoluer, car il n'a pas d'intelligence réelle. Il est également mentionné que dans le domaine scientifique, il y a une absence d'émotion, mais les scientifiques eux-mêmes sont souvent influencés par leurs émotions, ce qui peut conduire à la création d'armes destructrices. Il est souligné que la responsabilité de la condition de l'homme aujourd'hui ne repose pas sur la science mais sur l'homme lui-même. L'auteur conclut en affirmant qu'il n'y aura pas d'amélioration dans le monde tant que l'homme ne sera pas confronté à un choc qui le forcera à changer de perspective. L'homme doit vivre intelligemment, en comprenant les lois de la vie et en utilisant son intelligence. L'intelligence est une énergie autonome qui ne dépend pas des opinions des autres. L'optimisme n'est pas suffisant, il faut atteindre l'intelligence pour créer un changement radical dans le monde. Bernard de Montréal met en garde contre la destruction imminente si les hommes ne se reconnectent pas à leur intelligence. Il soutient que la conscience humaine actuelle est expérimentale et que l'homme doit évoluer pour atteindre une conscience pure et télépathique en contact avec l'intelligence universelle. La conscience de l'homme aujourd'hui est souvent basée sur la bonne volonté et la spiritualité. Cependant, ces aspects ne suffisent pas à empêcher l'homme de souffrir. Ce dont il a réellement besoin, c'est de l'intelligence pure. L'intelligence permet de comprendre comment vivre la vie et d'éclairer le mental de l'homme. La philosophie et la spiritualité font partie de l'évolution de l'homme, mais elles ne sont pas suffisantes. Lorsque l'homme atteindra l'intelligence pure, ces aspects disparaîtront pour laisser place à une conscience vide qui permettra à l'énergie de s'écouler à travers lui. Le cœur de l'homme, l'amour et la bonté, sont une énergie positive mais combien de personnes réellement bonnes et capables de vivre en accord avec leurs aspirations existent dans le monde? La bonté peut conduire à une perte d'intelligence et de naïf dans cette discussion. Bernard de Montréal explique que l'intelligence n'est pas synonyme de connaissance, mais plutôt une énergie créative qui crée de la connaissance. Cette énergie doit passer par le cerveau humain pour être transformée en connaissance. Il souligne que vivre sa vie en relation avec cette énergie permet à l'individu de comprendre et d'être protégé des expériences qui l'importunent. Cependant, il met en garde contre le fait de confondre les pensées subjectives reçues dans le mental avec la véritable intelligence. Il indique qu'il y a une différence entre ce qui est réel et ce qui est coloré par nos émotions et notre ego. Bernard de Montréal souligne également que l'énergie de l'intelligence doit être purifiée de la subjectivité humaine pour éviter les dangers. Il mentionne également qu'il existe d'autres maîtres qui enseignent un cheminement différent, par la communion avec l'univers à travers l'amour et la connexion avec l'environnement. Dans ce discours, l'orateur affirme que tous les hommes sont en contact avec l'intelligence, mais ne savent pas comment la réaliser. Il soutient que l'homme ne peut pas accéder à cette intelligence perfectionnée sans temps. Il remet en question les illusions de la pensée humaine et souligne l'importance de passer du matérialisme à la spiritualité pour atteindre l'intelligence pure.
Il reconnaît le travail des maîtres spirituels qui aident les hommes à se connecter à la nature et à la spiritualité, mais souligne que cela ne suffit pas pour atteindre l'intelligence pure. Il explique qu'il y a un prix à payer pour accéder à l'énergie de l'intelligence, qui est la mort de la subjectivité de l'ego. Il soutient que l'homme doit passer de l'existence à la vie, et que cela nécessite de changer les formes d'énergie mentale et émotionnelle. Il affirme que l'homme ne connaîtra l'amour véritable que lorsqu'il sera dans l'intelligence, car toutes les valeurs humaines sont polarisées et nécessitent d'être vécues dans cette intelligence. L'homme vit l'amour et la charité sur le plan mental et émotionnel. Cependant, dans le futur, lorsque l'homme sera dans l'énergie de l'intelligence, il vivra l'amour de manière synthétique, sans polarité, intellect ou émotion. L'amour deviendra une force cohésive qui servira à créer de nouvelles formes et à organiser la matière. De même, l'intelligence et la volonté seront comprises comme des forces cosmiques intégrées à l'homme. Actuellement, ces forces supramentales descendent sur Terre, provoquant des changements vibratoires. Les psychologues et psychiatres seront amenés à reconsidérer leurs théories sur la nature de l'homme, tandis que ceux qui s'occupent de l'esprit et de la guérison de l'homme devront se recycler pour comprendre ces changements. La pensée est perçue comme un phénomène subjectif créé par l'homme, coloré par son intellect et son émotivité. Toutefois, l'homme découvrira que le phénomène de la pensée est projeté en lui et est en réalité une communication télépathique avec des plans inférieurs ou supérieurs. Dans cette discussion, il est souligné que la compréhension de l'intelligence et de la pensée est un sujet complexe. L'homme a l'habitude de penser et de croire que c'est lui qui pense, mais il est suggéré que cette pensée provient en réalité d'intelligence invisible qui cherche à communiquer avec lui. Cependant, ces intelligences doivent voiler leur communication pour ne pas perturber l'homme émotionnellement et mentalement. L'auteur indique que lorsque l'homme réalise que ce n'est pas lui qui est intelligent, mais que l'intelligence descend en lui, il perd l'orgueil de son intellect. Il est également mentionné que lorsqu'il rencontre un autre homme dans cet état de conscience, ils peuvent partager cette intelligence et se séparer pacifiquement, au lieu de se battre ou de manipuler les autres. Une grande révolution est décrite comme étant en cours, où l'homme moderne découvre que la pensée subjective est un voile créé par des intelligences invisibles auxquelles il n'a pas encore accès. Lorsqu'il sera capable de les voir, il découvrira que ces êtres font partie de lui et pénètrent dans sa conscience atomique. Il est souligné que cela n'a rien d'extraordinaire, mais que c'est un aspect naturel de l'existence humaine. La manipulation est également abordée et il est expliqué que tout le monde craint d'être manipulé, ce qui est une bonne chose car cela incite à la vigilance. Cependant, il est souligné que tant que l'homme ne comprendra pas le jeu de la manipulation, il continuera d'être manipulé même s'il pense le contraire. La pensée humaine est décrite comme étant manipulatrice et tant qu'elle n'est pas remplacée par une communication télépathique supramentale, l'homme sera continuellement manipulé. Il est également noté que la mémoire de l'âme a un pouvoir de domination sur l'homme, ce qui permet à certaines forces invisibles de le manipuler de différentes manières. Il est suggéré que ces informations ne sont pas écrites dans les livres car elles troubleraient l'homme. Finalement, l'auteur conclut en disant que ces connaissances resteront cachées et que c'est une bonne chose, ainsi l'homme n'est pas perturbé. Mais les hommes ont intérêt à comprendre la pensée ésotérique. Il est important de ne pas imaginer que cela est insignifiant simplement parce qu'on est confortablement installé dans son fauteuil avec son portefeuille bien rempli. Il est facile d'être négatif envers quelque chose sans vraiment le comprendre. Cependant, si on regarde de plus près, on se rend compte que les personnes qui ont développé cette pensée ésotérique n'étaient pas des idiots, mais des individus intelligents et cohérents, simplement éloignés de la masse par le passé. Aujourd'hui, avec les différentes interventions dans le monde, on peut affirmer que la province de Québec deviendra un lieu spirituel de grande importance, grâce à l'évolution de la pensée ésotérique. Des personnes du monde entier viendront rencontrer le Québec en raison de sa fermentation ésotérique, et la province deviendra un centre mondial de pensée nouvelle. Cette pensée s'ajustera continuellement à mesure que la conscience ésotérique de la population grandira et se développera. Ainsi, il est conseillé à une société moderne décadente de se tourner vers des livres qu'elle a rejetés par le passé, car ces livres feront partie d'un musée littéraire de l'ancienne humanité, tandis que la pensée ésotérique sera naturelle et intégrée dans la nouvelle humanité. Le choix des livres peut sembler difficile devant la multitude d'options, mais il est important de souligner que la cosmogonie d'Urantia est maintenant accessible en français à un prix abordable et que la Fraternité Blanche Universelle offre également des enseignements ésotériques. Il faut donc prendre le temps d'explorer ces ressources pour approfondir sa compréhension de la pensée ésotérique. Dans cette partie,
les deux interlocuteurs discutent de l'ésotérisme et de la prolifération de livres sur le sujet. Bernard de Montréal fait remarquer que les gens devraient lire les livres avec intelligence et discernement, sans croire tout ce qu'ils lisent. Selon lui, il est important d'exercer son intelligence pour percevoir ce qui est en accord avec ses propres connaissances et comprendre l'importance de ne pas croire aveuglément. En ce qui concerne les organismes ésotériques et les groupes de gourous, Bernard de Montréal explique que cela dépend de l'individu. Certains ont besoin de faire le tour de plusieurs groupes tandis que d'autres préfèrent rester fidèles à un seul. L'expérience personnelle de chacun est importante, mais à un moment donné, il est essentiel de devenir autonome et de passer de l'évolution spirituelle à la conscience pure. Dans la deuxième partie de la discussion, il est question de l'évolution mentale de l'être humain, qui atteint un stade de maturité où il peut développer des capacités telles que la télépathie, la télékinésie et l'empathie. Cependant, Bernard de Montréal souligne que certaines intelligences manipulatrices veulent garder le contrôle sur l'homme et l'empêcher de découvrir rapidement toutes ses possibilités. Elles cherchent à le focaliser sur des aspects spécifiques et à lui faire oublier le reste pour pouvoir continuer à le manipuler. La soirée se termine sur une question de $100 000 qui sera abordée dans la suite de la discussion et qui risque d'entraîner un débat approfondi. Dans cette discussion, Bernard de Montréal répond à la question sur le rôle de l'homme dans son évolution. Il explique que l'évolution de l'homme se divise en deux parties. La première partie concerne la formation de l'ego et l'expression de la subjectivité humaine, avec tout son matériel mental et émotionnel. La seconde partie de l'évolution consiste en l'unification de l'homme avec l'universel, et la fusion des forces universelles avec l'homme. Au cours de l'involution, les forces de vie qui ont affecté l'homme étaient des forces astrales, inférieures aux forces de l'énergie de l'intelligence. Ces forces astrales ont contribué au développement de la connaissance subjective chez l'homme, manifestée à travers la pensée. Dans la nouvelle évolution, une fois que l'homme aura dépassé l'illusion de sa subjectivité, il pourra prendre possession des forces universelles, aussi appelées forces de la lumière, et fusionner avec les intelligences supérieures. Cette fusion se fera lorsque l'homme comprendra la réalité de ces forces anciennes et anticipera une connexion à un niveau plus élevé, appelé la conscience supramentale. À ce moment-là, l'homme sera en harmonie totale avec la volonté, l'intelligence et l'amour, et vivra une véritable mutation. Selon les principes universels, l'homme a la capacité de manipuler les énergies pour son bien-être et de créer une nouvelle civilisation. Cependant, tant qu'il ne pourra pas intégrer ces principes dans sa subjectivité, il restera limité au plan terrestre et sera manipulé par l'astral. Une fois qu'il deviendra universel, il ne sera plus influencé par l'astral et sera en fusion avec l'énergie, ce qui lui permettra de développer sa véritable identité et de devenir multidimensionnel. Le corps éthérique de l'homme se transformera en un corps de lumière, lui permettant de se déplacer dans le temps et l'espace. Le corps astral ne sera plus siège des émotions de l'homme mais sera un moyen de bien sentir, comprendre et aimer la matière avec une nouvelle intelligence. De même, le corps mental ne sera plus utilisé pour penser, car il y aura une fusion entre l'universel et le mental. Pour que ces transformations aient lieu, il faut que l'homme développe une conscience universelle. Lorsque la conscience universelle sera développée, elle purifiera le corps astral et moroncialisera le corps éthérique, permettant ainsi à l'homme de commencer un nouveau processus d'évolution qui le mènera à l'immortalité. Les lois de l'homme dans le nouveau cycle sont cosmiques et universelles, et l'homme devra rejeter le libre arbitre pour être en harmonie totale avec l'universel. Pour devenir un homme nouveau, il est nécessaire de ne pas seulement avoir un amour sentimental ou spirituel pour la nature, mais également d'entrer dans la conscience des animaux, des plantes, des minéraux, de devenir universel. Cette évolution est en cours petit à petit et est déjà annoncée, se produisant de plus en plus dans le monde entier. Après la fin du cycle, lorsque l'homme entrera en contact avec d'autres civilisations, il réalisera pleinement la nature universelle de l'homme. Dans cet extrait, il est question d'un possible choc culturel entre les civilisations extraterrestres et l'humanité. L'homme sera plus ouvert à entrer en contact avec ces intelligences avancées plutôt que de les considérer comme des dieux. Une fois capable de communiquer télépathiquement, l'homme pourra échanger une science qui est celle de l'amour avec ces êtres, tandis qu'ils lui transmettront la science de l'énergie. Cependant, actuellement, l'homme ne peut pas comprendre la science de l'amour car il ne peut pas encore se servir de son corps éthérique et entrer dans la conscience atomique. Lorsque l'homme pourra le faire, il pourra travailler avec les énergies atomiques et changer la nature de l'atome selon sa volonté. Ainsi,
il pourra créer de nouvelles matières et comprendre le rôle de la matière dans la conscience humaine. Les lois de l'amour font partie de la science de l'intelligence et sont appliquées au niveau de la cohésion. Lorsque l'homme pourra interpréter les lois de l'énergie et de la matière, il comprendra les lois de relation entre l'amour, la volonté et l'intelligence. Cela lui permettra d'être dans la triunité de la conscience cosmique et d'atteindre l'unité de la conscience parfaite. Au cours des siècles, l'homme évoluera pour vivre uniquement dans la conscience éthérique et matérialiser totalement son monde. Les animaux, les plantes puis la matière continueront également leur évolution. L'homme sera alors au stade de l'évolution jupitérienne. Selon Bernard de Montréal, lorsque l'homme atteindra le stade de l'évolution jupitérienne, il deviendra un homme-esprit. Cela signifie qu'il n'aura plus besoin d'une forme matérielle pour exprimer son intelligence, sa volonté et son amour. Il aura simplement besoin d'une conscience parfaite du temps. Avec cette conscience du temps, il pourra vivre, se nourrir et se déplacer dans le temps. Il n'aura plus besoin de s'appuyer sur la matière pour influencer l'évolution ou obéir aux lois régissant les aspects supérieurs de l'amour. L'interviewé, Hergé, demande alors si ce destin est réservé à l'homme uniquement, ou si d'autres êtres dans d'autres univers ont déjà franchi ces étapes depuis des milliers d'années. Bernard de Montréal répond que rien dans le cosmos ne se rapporte au passé et rien ne se répète. Chaque race en évolution explore constamment de nouveaux aspects de l'intelligence créative. Selon lui, l'intelligence est la capacité de réorganiser instantanément l'énergie atomique de la conscience pour remplacer la pensée et permettre à l'énergie de s'exprimer directement. Lorsque l'homme sera libéré de la pensée et ne sera plus intéressé par la connaissance, il vivra uniquement de l'énergie mentale, vitale, émotionnelle et physique, en relation avec les principes universels de l'amour, de l'intelligence et de la volonté. Il pourra alors commencer à comprendre les lois de la science de Dieu, qui lui permettront de comprendre les rapports entre l'infini de la perfection et la perfection de l'absolu. Cependant, à ce stade, l'homme ne sera plus tel qu'il est aujourd'hui. Il sera fusionné avec la lumière et ne possédera plus de corps matériel. Bernard de Montréal explique que lorsqu'un être est dans le secret de l'intelligence, ce secret appartient uniquement à l'évolution du temps à laquelle il appartient. Il affirme également que dans le cosmos, il est impossible à un être dans l'astral de comprendre pleinement un être dans le mental et vice-versa. La seule façon pour un être dans le mental de s'harmoniser parfaitement avec un être dans la lumière est par la fusion, qui est le lien entre l'éternité de l'infini et la perfection absolue de la conscience supramentale. En résumé, selon les propos de Bernard de Montréal, l'homme évoluera vers un stade où il n'aura plus besoin de forme matérielle, mais vivra dans la fusion avec la lumière, avec une conscience parfaite du temps. À ce stade, il pourra comprendre les lois de l'intelligence et vivre dans le secret de celle-ci. Cependant, la réalisation de cet état est propre à chaque évolution et reste inaccessible aux êtres des autres plans. L'être humain ne devrait pas essayer de comprendre certaines choses car cela crée un cercle vicieux où les forces astrales enregistrent de plus en plus d'impressions pour dominer l'homme. Cependant, l'homme évolue vers la spiritualité puis la conscience pure, afin de fusionner avec son propre intelligence et de devenir autonome. L'homme créatif sera capable de vivre consciemment dans le matériel et dans la spiritualité, créant une relation parfaite avec son ajusteur de pensée. Seulement alors, il pourra commander les forces de la lumière pour contrôler la nature. Les intelligences parfaites ne donneront jamais leur énergie à l'homme, à moins que celui-ci n'atteigne un état sans ego. Être sans ego signifie avoir un ego clair, permettant la canalisation de l'énergie jusqu'au plan physique. Sur le Soleil, il y a des intelligences créatives faisant partie de l'esprit du Soleil, qui est le centre de rencontre des êtres de lumière. Le Soleil est essentiel pour le cosmos car les êtres sont obligés de passer par ces réseaux d'énergie pour entrer dans notre système solaire. Dans cet extrait, il est question de la puissance créatrice présente à tous les niveaux de l'univers, notamment à travers la notion de soleil noir, qui représente à la fois une réalité occulte et invisible et une composition spirituelle parfaite. Il est expliqué que si l'homme avait un corps subtil et purifié, il pourrait entrer dans le soleil et découvrir qu'il est en réalité un corridor menant à d'autres soleils dans la galaxie. Cette capacité à voyager dans le temps, avec l'esprit comme véhicule, sera une évolution future de l'humanité. L'homme deviendra multidimensionnel et comprendra les lois de l'éternité, lui permettant de désintégrer les aspects imparfaits de la matière. On apprend également que les étoiles, lorsqu'elles éclatent en supernova, sont en réalité en train de passer à un nouveau stade de mutation, où les esprits qui les composent changent de place dans le temps, ce qui altère
Leur composition moléculaire et chimique. Les minéraux, tout comme les autres règnes de la nature, végétale, animale, homme, contiennent également de l'esprit mais à des degrés différents. Enfin, il est expliqué que l'esprit est ce qui permet à l'énergie de voyager dans le temps, et que lorsqu'elle est spiritualisée, elle devient active et utile dans le présent. L'énergie indifférenciée, quant à elle, est une forme d'énergie non utilisée dans le présent, mais qui le sera dans le futur. Revenir à. L'étude de cette énergie nous ramène à l'origine de la création, là où la conscience n'existait pas encore dans l'esprit de la matière, et c'est là que se trouve l'origine de Dieu. Dans cette réponse, Bernard de Montréal explique que les êtres qui se matérialiseront dans des bureaux administratifs du gouvernement appartiennent à ce qu'il appelle le gouvernement invisible. Ces êtres font partie de l'humanité très évoluée, qui ne vit plus de l'expérience et qui sait parfaitement les lois de l'évolution. Ils descendront sur le plan matériel et éthérique pour aider à l'évolution de l'homme et le protéger contre les abus liés au pouvoir psychique. Les Elohim, quant à eux, sont des êtres humains très évolués venus de l'espace pour engendrer sur la planète des forces permettant à l'homme de devenir racial. Ils ont aidé à établir une civilisation qui a permis à l'homme de développer son corps éthérique et de se partager en différentes races. Toutefois, lorsque ces êtres reviendront, eux sera déjà dans l'esprit de son temps et sera sur le même niveau d'évolution ou supérieur. Ce sont ces hommes qui contrôleront les allées et venues des Elohim pour que l'homme de demain ne soit plus assujetti à la domination raciale et qu'il reconnaisse qu'il doit être maître de sa planète. Dans cette entrevue, Bernard de Montréal affirme que ceux qui maîtrisent l'énergie seront les dirigeants de l'évolution de la Terre. Il explique que certaines races disparaîtront pour permettre l'incarnation de nouvelles formes éthériques. Il aborde également le sujet de la guerre, expliquant qu'elle a été causée par l'ignorance de l'homme et sa relation avec des forces invisibles. Cependant, il estime que lorsque l'homme atteindra l'intelligence, il rejettera toute responsabilité karmique, ce qui l'empêchera de souffrir du karma et lui permettra de vivre librement et intelligemment. Bernard de Montréal conclut en disant que l'homme doit vivre dans le présent, sans se laisser distraire par les événements extérieurs. Ce qui ressort de cet échange, c'est que l'homme doit apprendre à vivre dans le présent et à grandir dans l'intelligence. Cela lui permettra de mieux comprendre sa vie et d'être moins affecté par les souffrances qu'elle engendre. L'homme doit vivre au mieux avec l'intelligence qu'il possède et évoluer progressivement. Cependant, il est souligné que la vie de l'homme aujourd'hui n'est pas totalement sous son contrôle et qu'il doit subir certaines choses en raison de ses pensées et émotions, ainsi que des lois événementielles. Il est mentionné que si l'homme apprend à comprendre son esprit et les illusions qui l'accompagnent, il pourra prendre le contrôle de sa vie et en faire ce qu'il veut. Il est également souligné que les gens ont tendance à mal interpréter les propos de l'homme et à dire ce qu'ils veulent entendre plutôt que de comprendre réellement son message. Pour que l'homme puisse évoluer et ne plus fonctionner de la même manière psychologiquement, il doit être aidé par des personnes qui comprennent leur propre folie et peuvent établir des liens avec d'autres personnes qui se considèrent encore comme folles. Lorsque ces personnes commenceront à réaliser qu'elles ne sont pas seules dans leur folie intelligente, elles commenceront à se considérer comme différentes et pourront évoluer ensemble. Dans cette discussion, Bernard de Montréal explique que la descente de la conscience supramentale sur la Terre est en cours et prend du temps. Il souligne que l'homme est depuis longtemps en communication avec le plan astral et que certaines personnes peuvent recevoir des informations spirituelles provenant de cet astral. Cependant, Bernard de Montréal met en garde contre le fait de croire trop rapidement à ces informations. Il explique que lorsque l'homme commence à recevoir des informations dans son mental, il peut devenir déséquilibré et perdre le discernement. Il souligne que la conscience supramentale détruit l'ego et que l'homme doit apprendre à ne pas être dominé par les influences astrales, mais à développer son intelligence et son discernement. Bernard de Montréal accepte qu'il a une responsabilité de transmettre un message, mais il insiste sur le fait qu'il parle, détruit des formes et met en garde contre les dangers de l'ésotérisme et de la spiritualité ésotérique. Il encourage les individus à devenir autonomes et à développer leur propre intelligence, plutôt que de compter sur les autres pour savoir ce qu'ils doivent savoir. Dans cette discussion, il est expliqué que l'initiation solaire de l'homme est liée à la conscience universelle. Pour atteindre cette conscience, il est nécessaire de se libérer de l'ego, des illusions et des formes mentales. Cette évolution de la conscience est en cours et certains individus commencent à avoir accès à l'intelligence. Cependant, il est souligné que certaines personnes peuvent être perdues dans ce processus, notamment ceux qui commettent des actes violents ou irrespectueux envers la conscience sociale de l'humanité. Concernant les enfants,
il est expliqué que ceux qui viennent au monde aujourd'hui sont des âmes nouvelles qui feront partie de la nouvelle race. Si les parents se conscientisent et deviennent plus objectifs et intelligents, ils peuvent s'ajuster aux enfants et créer une relation ésotérique avec eux. Cependant, il faut noter que même si les enfants peuvent présenter des caractéristiques différentes de la génération précédente, cela ne signifie pas automatiquement qu'ils sont conscients. La conscience est un processus qui demande du temps et de la maturité intellectuelle. Dans cette conversation, Bernard de Montréal souligne l'importance de la conscience dans le développement personnel. Il partage l'exemple de sa fille qui aime les papillons mais, après une discussion sur la compassion envers la vie, décide de relâcher le papillon plutôt que de le blesser. Il aborde également la question de manger de la viande et explique que est-ce son cas, il a besoin de protéines pour travailler intensément, mais qu'il respecte ceux qui choisissent de ne pas le faire. Il insiste sur le fait que chacun doit vivre sa vie en accord avec sa propre conscience et ne pas chercher à imposer ses choix aux autres. En résumé, selon Bernard de Montréal, il est essentiel d'agir avec une conscience évoluée et de respecter les choix individuels de chacun.